Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lancy-Saint-Jean, ce 7 octobre 2019. Alors, j'accepterai une proposition pour l'ouverture de la séance. Je propose. M. Perron, appuyé par M. Boudreau. Victor, excusez, j'avais mis le chronomètre. Alors, je demanderai au directeur général, s'il vous plaît, de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 9 septembre 2019. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 16 septembre 2019. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 23 septembre 2019. Point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de septembre 2019. Point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, lettre des résidents du chemin, du domaine et de la Riviera. 6.2, association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitation au congrès annuel. 6.3, municipalité alliée contre la violence conjugale. Point 7, administration. 7.1, modalité de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023. 7.2, M. Richard Bergeron, acquisition d'une partie de terrain. 7.3, Club nautique de Lancy-Saint-Jean, augmentation de la location de l'espace de stationnement. 7.4, Corporation de gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay Inc. 7.5, plateforme numérique anecdote. 7.6, nomination du maire suppléant. 7.7, entente intermunicipale de partage de services d'employés municipaux. 7.8, Association chasse-pêche en Saint-Jean Inc. 7.9, regroupement régional des aigles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 7.10, souper bénéfice pour le financement des frères Lanoux. 7.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement 19-364 interdisant l'utilisation et la distribution de certains sacs de plastique sur le territoire de la municipalité de Lancy-Saint-Jean. 7.12, avis de motion et projet de règlement 19-365 concernant un règlement d'emprunt de 245 000 afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. Au point 8, travaux publics. 8.1, organisme du bassin versant, invitation à la 19e table de concertation. 8.2, offre de service de l'entreprise Chiasson et Thomas Inc., révision des propriétés de la municipalité pour la nouvelle rénovation cadastrale. 8.3, demande de branchement au réseau d'aqueduc municipal pour le 136 rue Saint-Jean-Baptiste. 8.4, attribution du contrat pour l'entretien des chemins pendant l'hiver, des chemins et stationnements municipaux, année 2019, 2020, 2021, 2022. 9, urbanisme, aucun point. 10, sécurité publique. 10.1, demande à la MRC dans le cadre des investissements relatifs à la sécurité publique. 10.2, programme de soutien financier en sécurité civile pour les municipalités. Préparation au sinistre, procédure d'alerte et secours minimaux, volet 3. Point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, nomination de directeur général de la municipalité pour le suivi des liquidités relativement au projet de 2,4 millions de la Société de développement de Lancy-Saint-Jean et autorisation de versement d'une avance spéciale de 300 000. 11.2, demande d'autorisation pour la construction en phase d'un four à pain au Centre culturel du Presbytère. Point 12, variant, on n'en a aucun. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci. Quelqu'un propose l'ordre du jour? M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Au point 3, on a le 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 9 septembre 2019. Alors, donc, vous avez fait la lecture, vous en faites la proposition, M. Perron? Appuyé par M. Victor Boudreau. 3.2, c'est toujours une dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 septembre 2019. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 3.3, toujours une dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 septembre 2019. Je propose. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois et paiement direct de septembre 2019. M. le directeur général. Oui. Alors, on a, au niveau des comptes du mois, on a un total de 67 206,30. Donc, ça se détaille. Quin-Lamar, SENCRL 206,66. Services rendus pour la Régie incendie intermunicipale.
BGM Informatique, 103,42 support téléphonique. Chloé Bonnette, 553,20 les frais de déplacement et repas pour le congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2019. Annick Boudreau, 68,97 achat de matériel de bureau. Germaine Boudreau, 127,80 frais de déplacement et repas Gala Méritas. Excusez. Fonds d'information sur le territoire, 56 service bureau de la publicité d'information foncière. Comité touristique, 1042,41 frais d'artiste Halte Gourmande, 14 et 15 septembre 2019. Club nautique en Saint-Jean, 5129,3 location d'espace de stationnement pour été 2019. Réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 49,69 achat de matériel de bureau. Jonathan Desbiens, 875,90 frais de déplacement, repas, réunion. Eurofin Environex 569,93 frais d'analyse d'eau 2 réseaux. Amiro Inc 164,69 produits alimentaires. Éric Côté Sable et Gravé 15 206,8 égouts presbytère et le nivelage chemin Périgny. Éric Thibault 744,14 frais de déplacement et repas pour le congrès de Fédération québécoise des municipalités 2019. Les éditions juridiques FD 68,99 renouvellement service de mise à jour aux officiers municipaux. Bureautique FTI 284,31 contrat de service de photocopieur. Garage AMB mécanique 239,10 réparation tracteur transport la cabane Halte Gourmande. Norda Stello Inc 815,18 service professionnel pour le chemin du quai. Groupe Archambault 143,58 achat de volume. Groupe SIG3 Inc 10 491,47 forfait ingénieur plein et devis rampe d'accès de petite école. Gestion Pharma de Lens 117,8 produits ménagers. Bernard Larouche, 182,18 des frais de déplacement. La Société d'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 645 consultation SART pour des contribuables. Lauréat Gagné, 1145,46 compacter les conteneurs et différents travaux. Le quotidien Progrès Dimanche, 1044,89 appel d'offres journaliers spécialisés et contrats de déneigement. Godrousse aussi, Simard, 308 honoraires mensuels. Lucien Martel, 698,40 les frais de déplacement janvier à septembre 2019. MRC du Fjord du Saguenay, 11 362,16 code-part téléphonie IP le mois d'août et septembre 2019. Pompe Action Inc. 212,75 chlore pour les usines d'eau potable. Pompe Saguenay Inc. 2070,70 pompe main-d'œuvre 5 septembre 2019. Produits BCM limité 1569,3 matériel pour projet tech, donc les réfections de conduite d'aqueduc village alpin. Centre de rénovation 2099,50 ponceau de Vébron, peinture halte routière, produit la fermeture de la piscine au Mont-Édouard. SEAO construction 203,25 service d'appel d'offres public. Service de sauveteur 669,15 deux transports là, 2 juillet 28 juillet 2019. Transport Bouchard, frais de transport marchandises, 467,91. Anne Tremblay, 748,61. Frais de transport, repas, formation TELUC. Simon Villeneuve, 2520 dans le cadre du programme des sentiers multifonctionnels. Ensuite, la Montagne en Feu, 1586,5 entente de partenariat, les fours à pain avec le programme FDT. Tout en partie 2471,96 à location de 2 chapiteaux, la halte gourmande. Horizon graphique 151,59 achat de câbles pour la télévision communautaire. Donc tout ça fait 67 206,30. Et ensuite, pour ce qui est des paiements directs, on a des frais de livraison là, dans le cadre du quai municipal, on a un 210. Petro-Canada, ça c'est pour les camions de la municipalité, 995,25. Et les pétroles RL là, pour la station d'essence au quai municipal, on a un montant de 30 417,80 pour un total de 31 623,5. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes? Je propose. Appuyé. Monsieur Richard Perron, appuyé de Monsieur Boudreau, Victor. Renouvellement de la petite caisse, Monsieur le directeur général. Oui, alors on a la caisse du bureau de poste, donc on a un renouvellement de 82,95 et la caisse du bureau municipal 124,60. Quelqu'un propose, Monsieur Éric Thibault, appuyé Appuyé. par Monsieur Richard Perron. On s'est rendu à la correspondance 6.1, lettre des résidents du chemin du domaine de la Riviera. On a reçu une lettre, excusez que je prenne
On a reçu une lettre et une pétition en même temps des résidents de Riviera qui se plaignent évidemment des résidus, là, des égouts municipaux dans la rivière. Je pense qu'on ne peut pas nécessairement dire que c'est quelque chose là, qui n'est pas réel, c'est vraiment la situation. Je veux juste mentionner qu'on travaille très fort actuellement, le conseil municipal, puis le directeur général, puis toute son équipe d'ailleurs, pour vraiment faire avancer le dossier d'assainissement des eaux ici à l'Anse-Saint-Jean. Je veux vous mentionner aussi que, je voulais le mentionner à la fin, mais je vais le mentionner tout de suite, le 30 octobre, il va y avoir une rencontre d'information pour la population de l'Anse-Saint-Jean pour donner toute l'information sur l'avancement du dossier actuellement d'assainissement des eaux. Parce que c'est un dossier qui est complexe, qui est quand même assez important pour la municipalité. Et on espère toujours là, qu'en 2020, on puisse être capable de débuter les travaux. Alors, je répète, le 30 octobre 2019, ça va se faire à la salle, la rassembleuse, à la petite école, à compter de 18h30. Ça vous va? Oui. C'est clair? On va envoyer aussi une communication sûrement à tout le monde, dans tous les foyers, pour informer les gens de cette rencontre que je considère importante. Parce qu'effectivement, la lettre des citoyens de Riviera est tout à fait appropriée, c'est tout à fait à propos. C'est même, on va le dire, un petit peu gênant. Là. Surtout quand la rivière est très basse en été, mais évidemment, ça fait encore plus apparaître les résidus là, qui flottent là, dans la rivière. Alors voilà pour cette lettre-là et pour la rencontre d'information à la population. 6.2 Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitation au congrès annuel. Alors, le congrès annuel, excusez-moi, là, de l'Association forestière va avoir lieu le 24 octobre. 24 octobre. Jeudi 24. Alors, c'est pour déléguer quelqu'un de la municipalité pour participer. Ça va être M. Yvan. C'est ça, non? Oui, Yvan Côté, excusez-moi. C'est ça. Yvan Côté. Donc, une résolution pour le mandater. Proposée par M. Vidal-Rouleau, appuyée par M. Richard Perron. Le billet est au coût de 85 $. 85. Et en même temps, on accepte là, le coût du billet. Ça me va? L'autre sujet, 6.3, c'est la municipalité alliée contre la violence conjugale. Alors, c'est une demande qui a été formulée par le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Alors, on nous demande d'être une municipalité qui est alliée à ce regroupement pour justement aider ce regroupement-là pour probablement, ou en tout cas faire des démarches. Actuellement, il y a 440 municipalités qui ont adhéré dans 17 régions différentes au Québec. Donc, moi, je trouvais ça important, comme municipalité ici à l'Anse-Saint-Jean, qu'on adopte une résolution qui est proposée, là, qu'on pourrait peut-être vous lire, mais qui fait en sorte que la municipalité serait alliée justement à ce regroupement-là pour contrer la violence conjugale faite aux femmes. Peux-tu nous la faire la lecture, M. le directeur général? Donc, attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu que lors des 12 jours d'action, l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons
pour femmes victimes de violences conjugales et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et citoyens contre la violence conjugale. Il est proposé par, appuyé par, résolu à l'unanimité des conseillers de proclamer la municipalité de l'Anse-Saint-Jean municipalité alliée contre la violence conjugale. Vous en faites la proposition, M. Éric Thibault. J'appuie. Appuyé par M. Richard Perron. C'est adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 7, donc administration 7.1. Modalité de l'entente Canada-Québec relatif au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023. Monsieur le directeur général. Oui, alors, autrement dit, là, c'est la Fédération québécoise des municipalités là, qui fait pression là, au point de vue du gouvernement fédéral là, avec les élections qui ont cours actuellement pour aller chercher là, davantage auprès là, des différentes municipalités. Notamment, là, un des éléments qui nous touche beaucoup, nous, c'est qu'ils font des représentations pour pouvoir reconnaître les travaux faits en régie interne là, quand on touche au niveau de l'eau potable, au niveau de la voirie. On sait qu'actuellement, si des employés municipaux travaillent sur ces projets-là, on ne peut pas faire passer les salaires de nos employés à titre de dépenses admissibles pour fin de subvention. Donc, on doit absolument passer par un entrepreneur qui, lui, va faire les travaux. Et souvent, c'est des coûts qui sont plus élevés que si on les fait en régie. Donc, la possibilité pour les municipalités là, de pouvoir prendre les salaires de leurs employés, les passer en dépenses admissibles, c'est un intérêt qui est considérable. Ça peut leur permettre, pour une même somme d'argent, de faire davantage de travaux. Donc, je vous dirais, là, c'est majoritairement ça qui vient nous toucher. Après ça, on en a d'autres, mais ça touche davantage là, les plus grandes villes, comme par exemple faire reconnaître différents types de bâtiments municipaux comme admissibles là, pour fin de la TSCQ, là, quand on parle au niveau du culturel ou du loisir. Ça fait un petit peu le tour. Et après ça, au niveau de la résolution, là, on en parle là, de l'envoyer à l'honorable François-Philippe Champagne, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, André Laforêt aussi, le député fédéral de la circonscription, etc. Je le propose. Vous en faites la proposition, M. Gagné, appuyé par M. Thibault. Pardon. 7.2, c'est M. Richard Bergeron, acquisition d'une partie de terrain. Alors, M. Bergeron nous demande d'acquérir une partie de terrain qui, en fait, est située derrière sa propriété. C'est le terrain 32B. C'est partie qui longe mon terrain. Ma petite remise n'est pas sur mon terrain. Je voudrais acheter le terrain pour améliorer et refaire une remise plus grande. Alors, évidemment que le terrain actuellement qu'il demande ne nous appartient pas. C'est un terrain qui appartient au ministère des Transports. Le ministère des Transports, normalement, ça fait partie de ses plans de les transférer, tous les terrains le long de la rivière Saint-Jean-Baptiste, de les transférer à la municipalité. Tous les terrains qui appartiennent au ministère des Transports, bien sûr. Alors, pour le moment, on ne peut pas malheureusement donner suite à M. Bergeron. Ce qu'on peut dire à M. Bergeron, on en prend bonne note. Et si jamais on l'oublie, mais de nous le rappeler de temps en temps, parce que éventuellement, ça devrait être, je vous dirais, probablement, peut-être même pas en 2020, parce qu'ils sont en train de faire actuellement la rivière Mars. Puis je pense qu'il y a une autre rivière avant nous. Une autre rivière. Avant nous, puis ça va être nous, on est la 3e année. Donc, ça veut dire 2020-2021 à peu près. Ça va? 7.3, Club nautique de l'Anse-Saint-Jean, augmentation de location de l'espace de stationnement. Monsieur le directeur général, pouvez-vous Oui, alors quand on a regardé les comptes tout à l'heure, on a passé un montant de 5 000 et quelques, je ne sais pas précisément du montant. Donc ça, c'est le montant de base là, qu'on paye là, annuellement là, pour ouvrir là, au public là, une partie là, du stationnement au point de vue du quai municipal qu'on paye là, au club nautique. Et cette année, on sait qu'avec les taxes, on a eu une augmentation là, de 2 cents du taux de taxe. Par la suite, on a augmenté un peu aussi là, les frais là, au niveau de l'aqueduc et de l'égout. Et ça a créé une augmentation. Et là, au niveau là, de la marina, donc eux, de leur côté, ont aussi demandé une augmentation au niveau là, des coûts de stationnement. Malheureusement, quand on analyse un peu, on n'a pas vu nécessairement d'éléments qui justifient l'augmentation parce qu'on utilise encore la même superficie de stationnement.
Notre utilisation du stationnement n'a pas changé non plus. Donc, la recommandation qui avait été faite au plénier, là, c'est de ne pas aller de l'avant là, avec le paiement de cette facture-là là, qui va tourner, si on fait un net, là, qui devrait tourner aux alentours peut-être de 650 Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Proposée par M. Richard Perron, appuyée par M. Anissette Oui. Gagné. Corporation de gestion Rivière-Saint-Jean, Saguenay Incorporée. On a eu une demande de la corporation de la Rivière-Saint-Jean, ce qu'on appelle le ZEC-Saumon, pour une contribution. En fait, ils ont eu de l'aide de la FQSA, la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique, pour un projet qui est à la hauteur de 31 000 $. C'est bien ça, M. Thibault? Oui. Alors, ils sont financés à l'ordre de 80%. Exact. Et ça leur donne un montant de près de 8 000 $ qu'ils doivent contribuer ou trouver un financement, ou financer eux-mêmes ou trouver un financement avec des partenaires. Donc, ils nous font une demande actuellement d'une contribution qui serait volontaire là, pour éponger ce 8 000 $-là. Malheureusement, on a déjà versé un montant de 3 000 au début de l'année 2019. Et présentement, je vous dirais que nos budgets sont épuisés, donc pour ce genre d'aide financière aux organismes du milieu. Alors, on ne pourrait pas, dans le contexte du budget 2019, d'accorder cette aide financière-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça vous va? Oui. Gagné aussi. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Propose. Richard Perron, appuyé M. Victor Boudreau. 7.5, plateforme numérique anecdote. Là aussi, c'est une plateforme numérique que je demanderais peut-être à M. Anissette qui est un peu plus au fait parce que en fait, la promotion est faite par les villages relais, la Fédération des villages relais, c'est bien ça? C'est bien ça. L'anecdote nous propose d'afficher de l'information à caractère promotionnel dans les villages relais. C'est particulièrement sur les attraits touristiques. Alors, lorsque les gens vont se promener d'un village relais à l'autre, on va apparaître sur leur téléphone, ils vont pouvoir cliquer sur l'application et ils vont visiter l'Anse-Saint-Jean de façon virtuelle. Quels sont les attraits? S'il y a 50 attraits, ben, je pense que les gens vont réfléchir. Je devrais rester une journée de plus, 2 jours de plus. Alors, Anecdote propose de commencer à identifier ces attraits touristiques-là pour l'ensemble des villages relais du Québec. Et il demande aux villages relais d'adhérer pour cartographier et placer sur les mobiles les attraits touristiques. Ça coûte à peu près 100 $ par unité. Maintenant, il va y avoir des subventions de rattacher à ça. On ne connaît pas le montant exact de la facture à la fin. Alors, c'est la raison pour laquelle on attendrait au prochain budget pour aller de l'avant avec ce projet-là. Ici, parce qu'on n'a pas prévu un montant d'argent. La somme initiale, c'est 3 360, alors qu'au final, ce serait 8 400. On n'a pas prévu ce montant d'argent-là. On avait toujours entendu parler, jusqu'à date, d'à peu près 1 800 à 2 000 $. Alors, n'ayant pas le montant d'argent dans nos budgets, on va retarder au budget 2020. On va attendre, comme vous venez de le mentionner, possiblement qu'ils pourraient obtenir des subventions. Et ça diminuerait d'autant la facture. Ça diminuerait d'autant la facture. Fait que vous en faites la proposition d'attendre. On va adopter une résolution. On va adopter une résolution qu'on attend pour le budget 2020. Oui. À la lumière des nouveaux coûts qui sont proposés. Exact. Appuyé par M. Éric Thibault. Ça vous va? Merci. 7.6, nomination du maire suppléant. Pardon. Présentement, c'est M. Yvan Côté qui est maire suppléant. Alors, on y va toujours à tour de rôle. Donc, ce serait à M. Victor Boudreau d'être maire suppléant à compter de novembre prochain. C'est bien ça? Jusqu'à février 2020. Jusqu'à février 2020. Je le propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anissette Gagné. 7.7, entente intermunicipale de partage de services d'employés municipaux. C'est le directeur général. Alors, on a mis en place une entente de partage d'employés municipaux avec Petit Saguenay, Rivière-Éternité.
On sait que c'est quand même difficile là, au niveau là, du Bas-Saguenay de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et on sait que souvent, les tâches que chacune des municipalités on a à donner à nos employés, des fois, c'est pas évident de pouvoir donner une pleine tâche à une personne. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, on ouvre des postes à temps partiel, c'est moins intéressant, par exemple, pour une personne de Chicoutimi de venir à l'Anse-Saint-Jean pour dire, ben, tu sais, je déménage toute ma famille, je m'en viens ici pour un travail à temps partiel. Donc, on a voulu mettre en place une entente avec Rivière-Éternité et Petit-Saguenay pour nous permettre de se partager certains employés municipaux. Autrement dit, on peut par exemple engager un employé, peut-être que mon employé, par exemple, peut aller faire une journée ou par exemple aller faire 3 jours dans une autre municipalité pour les aider, par exemple, dans un projet spécifique. Et moi, par la suite, si j'ai par exemple, pendant 2 ou 3 semaines, un besoin qui est plus grand, ben je peux aller chercher là, des employés dans les autres municipalités. Donc, on a travaillé les 3 directeurs généraux et les 3 directeurs des travaux publics ensemble, donc des 3 municipalités, pour se monter une entente. Et cette entente-là, dans le fond, ce qu'elle sert, c'est qu'elle sert à nous donner un cadre. Donc, elle vient à dire, quand on veut utiliser des ressources des autres municipalités, voici le cadre qu'on doit respecter. Autant au point de vue de la façon dont on facture les salaires, la façon dont on gère les conflits, la façon dont on a mis là, un paquet de clauses par rapport à tout ça, pour se donner un cadre qui est intéressant. Et donc, on en a fait la présentation un petit peu plus détaillée au plénier et on croit sincèrement que c'est par ce type d'entente-là qu'on va vraiment se renforcer comme municipalité parce que, tu sais, on prend par exemple un technicien en eau potable, ben, nos municipalités ici, on n'est pas en mesure de pouvoir avoir 2, 3 et 4 techniciens en eau potable. Souvent, on en a juste un. Et si notre technicien en eau potable tombe en maladie, se blesse, peu importe, on se retrouve qu'on n'a absolument rien. Là, on doit faire affaire avec le privé à Chicoutimi à des coûts qui sont beaucoup plus importants. Tandis que si on est capable de se partager pendant certaines périodes nos propres ressources, bien, ça va nous permettre de nous stabiliser et de s'assurer qu'on est capable de maintenir le service aux citoyens sur une base constante. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Je pense que c'est une belle entente, une belle collaboration entre les municipalités. D'ailleurs, je peux vous dire qu'on retrouve cette formule-là, pratiquement exclusivement au Bas-Saguenay. On a eu la régie intermunicipale. Alors là, on parle d'une entente de service entre les municipalités pour le partage d'employés. On a des achats d'équipements aussi, hein, Oui, qui ont été faits ça va venir. On a un autre dossier pour l'achat d'équipements ou l'achat d'outils ou effectivement, qui peuvent être utiles à plus qu'une municipalité. Alors, vous avez fait la proposition, M. Perron? Oui, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.8, Association de chasse et pêche Anse-Saint-Jean incorporée. C'est une demande de collaboration, en fait, pour la pêche blanche, c'est ça, M. Oui. Alors, on sait que par les années passées, on donne un coup de main. Là, on sait que la pêche blanche, c'est sous la gouverne municipale. Et on utilise les services là, de la SEC de l'Anse-Saint-Jean qui, eux, viennent opérer le site en tant que tel. Donc, par les années passées, ce qui se passait, c'était qu'on avait un partenariat avec la ZEC de Lens, donc tout ce qu'il y avait là, au point de vue des réservations de cabanes, les terrains, tout ça, c'était fait directement à la municipalité. Puis après ça, nous, on leur recommuniquait l'argent. Et ils nous ont fait une lettre, dans le fond, cette année là, pour dire, est-ce que vous voudriez, là, encore une fois, reproduire ce partenariat-là pour l'hiver 2020. Donc, tu sais, quand on en a parlé autour de la table, là, je pense que tout le monde est ouvert là, à poursuivre ce partenariat-là. Et on proposait aussi, bon, au niveau de l'administration municipale, là, de nous permettre aussi là, de faire, tu sais, de discuter avec les autres pour venir établir les modalités dans lesquelles ce partenariat-là va se faire pour la prochaine année. Ça vous va? C'est clair? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, au point 7.9, regroupement régional des ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, chaque année, le regroupement des ZEC font une activité. Cette année, c'est le 2 novembre à l'hôtel Le Montagnet. Donc, ça serait pour acheter 2 billets pour le souper. C'est au coût de 75 $. C'est une belle activité qui vient en même temps financer le regroupement des ZEC du Saguenay, dont la ZEC Truite ou la ZEC de l'Anse-Saint-Jean en fait partie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, oui, M. Richard Perron, appuyé par M. Anicette Gagné?
7.10, souper bénéfice pour le financement des frères Lanoux. Les frères Lanoux, c'est deux jeunes qui excellent dans les compétitions de ski alpin. Alors, M. Lanoux, en fait, la famille de Lanoux demeurait ici à Lens-Saint-Jean. Ils ont toujours une propriété ici à Lens-Saint-Jean. M. Lanoux est directeur d'école, je ne peux pas dire où. Directeur adjoint. Adjoint? Oui, commission scolaire des premières seigneuries. OK. Alors, évidemment, il fait une activité de financement qui va avoir lieu le 23 novembre. Ça va se faire au chalet du Mont-Édouard, ou en fait au centre de ski du Mont-Édouard. C'est sous la présidence d'honneur de Pierre Lavoie. Alors, c'est des billets au coût de 20 $. Si vous êtes d'accord, on achèterait 4 billets pour aider, parce que c'est des jeunes, effectivement, qui ont beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel pour aller probablement assez loin en ski alpin. Alors, proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Pardon. 7.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement 19-364 interdisant l'utilisation et la distribution de certains sacs de plastique sur le territoire de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Alors, c'est un avis de motion, mais peut-être que je demanderai à M. Richard Perron de nous présenter un peu le projet de règlement. Il va faire un résumé. Oui, un résumé rapide. En fait, le projet de règlement, c'est pour justement le conseil municipal désire réduire son impact environnemental et pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc, on en a parlé depuis environ l'automne passé ou la fin de l'année passée. Et on avait rencontré à ce moment-là les commerçants pour voir comment ils voyaient le bannissement de certains sacs à usage unique, donc des sacs de plastique. Donc, rapidement, l'objet du règlement, c'est d'interdire la distribution de certains sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradable, biodégradable ou compostable dans les commerces de détail afin d'encourager un changement de comportement à l'égard de l'utilisation de ce type de sac et de réduire ainsi l'impact environnemental. Donc, c'est l'objet du règlement. Il y a plusieurs définitions là, concernant les différents sacs. Et d'ailleurs, à cet effet-là, on va envoyer aussi dans l'entre-nous. Il y a déjà eu un article ce mois-ci. Donc, d'ici la fin de l'année, on va mettre d'autres articles pour expliquer un petit peu c'est quoi un sac biodégradable, oxodégradable, etc., etc. C'est un peu du chinois, un peu pour tout le monde. Donc, on va essayer d'essayer de rendre ça plus facile là, pour tout le monde. Naturellement, il va y avoir des exceptions là, aux sacs là, qui ne sont pas visés. Donc, on dit que les sacs d'emballage en plastique utilisés à des fins d'hygiène pour les denrées alimentaires en vrac, donc ça c'est une exception. Les sacs d'emplettes en papier, naturellement, on favorise l'utilisation du papier. Les sacs en plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte, les housses de plastique distribuées par un commerce offrant le service de nettoyage à sec, les produits déjà emballés par un processus industriel, les sacs en plastique pour les médicaments délivrés au comptoir des pharmacies. Donc, grosso modo, c'est un peu là, le règlement qu'on veut adopter d'ici la fin de l'année. Naturellement, on va permettre là, aux entreprises d'écouler leur inventaire. On les avait déjà rencontrés. Vous avez sûrement remarqué là, qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà plus de sacs de plastique et qui offrent des sacs réutilisables, des boîtes de carton, des sacs en papier. Donc, je pense que le mouvement est très bien amorcé. Et ça va dans ce sens-là. Je voudrais quand même, il y a quelqu'un qui nous a fait une suggestion pour avoir des sacs réutilisables usagés qui seraient disponibles aux gens qui oublient leurs sacs. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. C'est une question d'hygiène et de contamination. Si moi j'ai un sac, puis je le laisse à l'épicerie, puis il y a eu du poulet renversé dedans ou du poisson, ou peu importe, l'autre personne n'a pas son sac, prend ce sac-là. Je pense que c'est trop risqué là, pour que ça soit contaminé. Donc, je crois que le meilleur moyen, c'est d'emmener nos sacs. Et c'est un changement. C'est pas facile. La résistance au changement, on comprend ça, mais c'est important, je pense, que chacun fasse son geste. Et comme je l'ai mentionné dans l'article, arrêtons de plastifier la planète. Commençons chacun par un petit geste. C'est comme ça qu'on va venir à bout de
Tout à fait. de, Alors, vous en faites la proposition. de l'environnement. Vous en faites la proposition. J'en fais la proposition. C'est un avis de motion. Hein? Ouais, Sur l'avis de motion, il y a un dépôt de projet C'est ça. de règlement. OK, Donc, on a une proposition et un appui. non, il n'y a pas d'appui. Non, pas d'appui. Non, Ok, juste un- Non, c'est juste la Avis de proposition. motion. C'est ça. Juste un petit commentaire. Oui. Le règlement, c'est prévu qu'il entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Ouais. Donc, quand on parlait là, d'avoir une Oui. petite période tampon, là, donc ils vont probablement à adopter le règlement dans la prochaine régulière du mois de novembre. Et là, ben, on va laisser s'écouler jusqu'à la fin de l'année. Après ça, à partir du 1er janvier 2020, on va tomber en application. Ça vous va? Oui, merci. 7.12, c'est aussi un avis de motion. Puis c'est un projet de règlement 19.365 concernant le règlement d'emprunt de 245 000 afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. Monsieur le directeur général. Tout est dans le titre. Alors, c'est un avis de motion. Alors, en gros, ben, c'est tout simplement parce que, vous savez, là, on a fait des travaux là, entre l'église et le camping. Là. On a refait là, une portion d'asphalte et cette portion-là était C'est faite. entre le camping et puis... Ah, excusez-moi. Entre l'église et le camping. Ouais, au fond, dans le camping, ça c'est l'autre. Donc, en tout cas, on a fait de l'asphalte dans le coin-là. Et on a là, une subvention là, avec le ministère des Transports pour nous financer. Ils nous financent à hauteur de 75%. Là, ça tourne autour de 230 000 là, la subvention. Donc, mais la subvention est payable sur 10 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement faire un règlement d'emprunt. Parce que si je décaisse de 245 000 aujourd'hui, que le ministère me paye pendant 10 ans, ben moi, je suis à court de cash pendant 10 ans. Donc, ce que je fais, c'est que on fait un règlement d'emprunt. Donc, je vais cacher mon règlement d'emprunt, je vais cacher mon 245 000. Et par la suite, ben, toutes les fois qu'il va falloir que je paye mon règlement d'emprunt, il va y avoir un paiement de subvention. Fait que ça va se fermer. Puis, au niveau des citoyens, là, il n'y aura pas d'impact là, au niveau de la taxation. Donc, c'est simplement pour arrimer les deux, pour être certain qu'on ne sera pas à court de liquidité au niveau de notre compte de banque. Savoir que quelqu'un propose? Monsieur Victor Boudreau? Oui. Non, il n'y a pas de... Non, ok, C'est excusez. un avis de motion. Excusez. Merci. 8.1, c'est organisme de bassin versant. C'est l'invitation à la 19e table de concertation. Cette table-là va avoir lieu le 24 octobre à l'hôtel Saguenayenne. Alors, c'est pour mandater un membre du conseil, donc M. Victor Boudreau, pour participer à cette table de concertation. Je le propose. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Gagné. 8.2, offre de services de l'entreprise Chiasson Thomas pour la révision des propriétés de la municipalité pour la nouvelle rénovation cadastrale. Là, monsieur le directeur général. Ouais. On sait là, que la rénovation cadastrale a passé au niveau de l'Anse-Saint-Jean et on a reçu là, les plans là, avec les analyses que les arpenteurs ont faites. Et comme au niveau d'une rénovation cadastrale, on a la possibilité, s'il y a des erreurs, des problématiques ou autres, de demander certaines corrections. Et pour nous, comme municipalité, ce que ça nous permet, c'est que parfois de faire des corrections à moindre coût. Donc, au lieu de faire des discussions avec, par exemple, un citoyen de gré à gré pour acheter juste un petit bout de parcelle de terrain pour pouvoir régulariser une situation, on peut passer, par exemple, par la rénovation cadastrale. On a aussi d'autres outils, là, l'article 72 du Code municipal, etc. Et donc, on aimerait donner un mandat là, à Chiasson Thomas, qui se passe dans le fond en deux volets. Le premier volet, c'est de regarder toutes les propriétés immobilières qui appartiennent à la municipalité et de venir regarder, est-ce qu'il y a une problématique au point de vue du cadastre actuellement là, versus ce que la rénovation cadastrale a fait. Et dans un deuxième temps aussi, un mandat pour tout ce qui touche les rues. Donc, est-ce que les rues sont toutes sur des terrains qui m'appartiennent et est-ce que j'ai suffisamment d'emprise de rue pour faire des travaux, par exemple, au niveau des fossés ou autres? Donc, on a eu une offre de service là, qui est de 10 030. Donc, dans le fond, ce mandat-là, c'est qu'ils vont identifier, ils vont faire une recherche sur tout ce qui nous appartient. Ils vont venir analyser les différentes problématiques. Par la suite, on va se faire une rencontre et on va venir regrouper parmi toutes les problématiques, quels outils est-ce qu'on peut utiliser pour chacune des problématiques pour pouvoir venir les régler. Et par la suite, ça va nous faire un tableau général. Et nous, ensuite, comme vous, dans le fond, là, comme conseil municipal, vous pourrez venir à décider sur quel dossier est-ce que vous voulez agir rapidement pour venir régulariser la situation. Puis encore une fois, là, on pense qu'on va avoir quand même beaucoup d'économies
parce que la rénovation cadastrale nous le permet de le faire à moindre coût. Tandis que si on attendait après la rénovation cadastrale, ben là, ça serait des ententes de gré à gré avec chacun des propriétaires. Donc, on parle de négociation, d'évaluation, de frais de notaire. Donc, ça peut monter quand même assez rapidement pour chacun des dossiers individuels. Donc, on peut faire une pierre deux coups et passer par la rénovation. Ouais. C'est pour faire l'analyse ou l'étude de toutes les situations qui pourraient être problématiques pour la municipalité. C'est bon? Quelqu'un propose? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. 8.3, demande de branchement du réseau d'aqueduc municipal pour le 136 rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est une nouvelle propriété, un permis qui a été accordé, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Ben, dans le fond, là, le permis est en analyse. Là, il devrait être émis prochainement. Puis on sait que, bon, quand une nouvelle résidence veut se connecter au réseau d'aqueduc, elle doit en faire la demande. Donc, on ne voit pas de problème avec ça. Donc, on vous suggérait d'aller de l'avant. On va faire suivre le permis. Oui. C'est beau. Alors, quelqu'un propose? M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Le 8.4, attribution du contrat pour l'entretien des chemins pendant l'hiver, des chemins et stationnements municipaux pour l'année 2019, 2020, 2021 et 2022. 2019, 2020, 2021, 2022, c'est ça? Oui. Ben, c'est qu'en fait, le contrat de déneigement, c'est qu'on a l'hiver 2019-2020, 2020-2021, puis 2021-2022. Oui. C'est pour ça qu'on a l'air d'avoir 4 années, mais on parle de 3 hivers. C'est beau. Donc, on a fait un appel d'offres public relativement là, au déneigement parce que notre contrat était venu à échéance. Donc, on a eu un seul soumissionnaire lors de l'ouverture des soumissions, l'entreprise Lauréat Gagné Inc. Donc, on nous propose comme prix pour 2019-2020 un montant de 220 000, 2020-2021 de 225 000 et 2021-2022 230 000 pour un total sur 3 ans de 675 000. OK. C'est quand même par rapport à l'an dernier où les contrats... C'est une augmentation d'à peu près 60%. Là. On était entre 130 et 140 000 par les années passées. Là, on a fait un bond à 220 000 ouais. 60% d'augmentation. C'est une bonne augmentation. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Si on pourrait diminuer des éléments du contrat, mais encore là, ce sont des rues municipales, des chemins ou municipaux. Moi, ce qu'on recommande ce soir, c'est d'accorder le contrat. On peut toujours le résilier si on a, pas en cours d'année, mais pour l'an prochain, si jamais on avait d'autres considérants ou d'autres éléments qui pourraient nous amener peut-être à repenser l'ensemble des éléments qui sont contenus dans le contrat ou dans l'appel de proposition. Alors, voilà. C'est malheureux, c'est une augmentation importante, mais... Oui, on n'a pas le choix d'aider. Ouais. M. Éric Thibault, vous en faites la proposition, appuyée par M. Victor Boudreau. Urbanisme, on n'a pas aucun sujet. Point 10, la sécurité publique. Alors, on a 10.1, demande de la MRC dans le cadre des investissements relatifs à la sécurité publique. Alors, Monsieur le directeur général, on pourrait traiter peut-être les deux. Oui, c'est ça, parce que les 10.2, c'est ça, oui. Donc, à 10.2, c'était le programme de soutien financier en sécurité civile pour les municipalités, préparation au sinistre, procédure d'alerte et secours minimaux, volet 3. On a une obligation ministérielle là, d'avoir un plan de sécurité publique prêt pour je crois que c'est le 9 novembre 2019 là, de mémoire, ou ça se peut que je fasse une ou deux dates de différentes, mais ça me semble que c'est le 9. Donc, on travaille de concert avec la MRC qui fait les plans. Là, ils ont fait affaire avec une firme de consultants là, pour l'ensemble des 13 municipalités de la MRC. Et on avait certains volets d'aide financière par la centrale 911 au niveau gouvernemental pour venir nous donner un coup de main par rapport à ça. Donc, on avait le volet 1, que ça, c'était plus là, monter le plan là, et l'organisation de l'équipe. Le volet 2, c'était davantage là, des éléments plus là, en termes de trousses, équipements, etc. Là, ils ont ouvert un nouveau volet qui s'appelle le volet 3. Et ça sert aussi à bonifier là, l'ensemble des achats d'équipements pour les municipalités, par exemple des génératrices ou autres. Comment est-ce qu'on présentait le volet 3? C'est qu'une municipalité doit mettre entre 25 et 100 000 $.
Et la centrale 911 va venir accoter le montant que la municipalité a mis. Donc, si on met 25 000, la centrale va mettre 25 000. Si on met 50 000, la centrale va mettre 50 000. Donc, dans un premier temps, au point 10.2, donc on a le programme de soutien financier. C'est de permettre là, à la municipalité, à l'administration municipale de pouvoir déposer dans ce programme-là. Et dans un deuxième temps, de passer une résolution auprès de la MRC, parce que ce qu'on recherche, c'est d'essayer de tout mettre en commun. Parce qu'on sait que si on achète l'ensemble de nos génératrices pour nous seulement à l'Anse-Saint-Jean, ça va être excessivement coûteux. Il faut une génératrice par centre, il faut une génératrice de spare au cas où si la première génératrice ne fonctionne pas. Et ça nous prend un centre de coordination de spare, un centre d'hébergement puis un centre d'hébergement de spare. Fait que là, si on fait le calcul, ça nous prend 8 génératrices. Ce qui fait que c'est excessivement coûteux pour une municipalité comme nous. Donc, on essaie de travailler avec la MRC pour que justement d'acheter moins de génératrices et que si à un moment donné, il y a des besoins, qu'on puisse aller chercher la génératrice à Petit-Saguenay ou à Saint-Félix, etc. Pour justement que nous, on ait nos besoins de base et s'il y a un pépin, qu'on puisse utiliser un voisin puis que tout ensemble, ça nous coûte moins cher. Donc, dans un deuxième temps, c'est d'autoriser là, la MRC là, à faire un partenariat avec l'Anse-Saint-Jean et l'ensemble des autres municipalités pour justement regarder là, est-ce qu'on pourrait avoir une économie d'échelle avec ce programme-là. Donc, dans un premier temps, c'est d'y aller avec un montant de 25 000 là, qu'on mettrait là, dans le budget de 2020. Et par la suite, une autorisation là, avec la MRC là, pour participer à un projet commun là, avec l'ensemble des autres municipalités. Pour mandater la MRC. Donc, on va y aller en deux temps. On va commencer par la demande de la MRC. Si vous êtes Alors, d'accord? quelqu'un propose la demande proposée par M. Anissette Gagné, appuyée par M. Richard Perron. Et le programme de soutien financier, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. Mentionner aussi, peut-être, je ne sais pas, le mardi dernier, justement, la MRC avait été mandatée pour faire le volet 1. On nous a déposé le plan d'intervention en sécurité civile. Oui. Donc, on a une brique là qu'il faut quand même alimenter et ajuster avec les personnes, pour identifier les personnes responsables à les différents niveaux, différents secteurs. Mais on a déjà un plan de base qui est quand même très bien organisé. Et c'est pour vous dire que c'est un sujet important et qu'on prend au sérieux parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec des fois les changements climatiques, on est peut-être susceptible d'avoir plus de situations ou disons, que la planète peut nous envoyer des messages, des fois. Suivez-vous. Et je pourrais même rajouter, on a la date limite du 9 novembre, mais c'est très important là, d'approuver ce plan-là avant le 9 novembre, parce qu'on sait, par exemple, quand il y a des sinistres, le ministère de la Sécurité civile donne des aides financières aux municipalités pour leur donner un coup de main. Mais si les municipalités ne se sont pas conformées à la loi en date du 9 novembre, ça se peut qu'on n'ait aucune aide là, au niveau du ministère de la Sécurité civile. Là, donc, on se retrouve pas mal tout seul à s'arranger. Donc, c'est prévu à la prochaine régulière, là, encore une fois, là, qu'on va venir faire le dépôt là, du plan de sécurité civile. Je crois que c'est le 4 novembre, la prochaine régulière. Oui, tout à fait. Alors voilà, c'est beau, on passe au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Donc, 11.1, nomination du directeur général de la municipalité pour le suivi de la liquidité relativement au projet de 2,4 millions de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean et autorisation de versement d'une avance spéciale de 300 000 $, Monsieur le directeur général. Oui, alors on est en train de finaliser là, le projet de développement de 2,4 millions au niveau du Mont-Édouard. Actuellement, c'est un projet où est-ce qu'on a fait des demandes de subvention et comment ça fonctionne, les demandes de subvention, c'est que la majorité des partenaires nous donnent 60% de la subvention lorsque l'ensemble du montage financier est fait. Et par la suite, ils nous donnent le 40% restant, un coup que toutes les factures ont été payées et qu'on a eu un rapport d'audit ou de vérificateur à leur convenance. Ce qui fait en sorte que là, actuellement, le projet, toutes les factures doivent être payées avant le 31 octobre 2019, si on veut qu'il soit tout admissible au niveau de l'aide financière. Mais par la suite, il y a un temps où est-ce que là, on doit compiler l'ensemble de l'information, faire un rapport d'audit, envoyer ça au ministère, répondre à leurs questions, etc. Donc, c'est possible que le Mont-Édouard reçoive l'argent. On estime, si tout va bien, là, peut-être dans le meilleur des mondes, fin février, idéalement avant le 30 avril. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a payé des factures, mais on attend encore après notre argent de subvention. Fait qu'on se retrouve comme avec un gap. On est dans une situation où est-ce que c'est difficile de fonctionner.
Donc, la résolution est en 2 temps. Dans un premier temps, c'est d'autoriser au niveau de la municipalité là, de donner un coup de main. Là, on parle d'une avance spéciale de 300 000. Ça se peut que ce soit moins. Donc, nous, dans le fond, on leur donne graduellement ce qu'ils ont besoin au niveau de leur fonctionnement. Et c'est certain qu'à la minute où ils vont encaisser les subventions, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de venir repayer la municipalité sur l'ensemble des avances qui ont été faites. Dans un deuxième temps, c'est aussi de m'autoriser à faire le suivi des liquidités auprès du Mont-Édouard, comme je le fais au niveau de la municipalité, parce que c'est sûr que si la municipalité fait des avances, ben moi aussi, il faut que je fasse un travail au niveau de mes liquidités, puis il faut que je m'assure que l'argent qu'on a donné à la station de ski aussi est bien géré, puis est dépensé de manière convenable. Donc, ça me permet de me donner un mandat pour rentrer au niveau là, du Mont-Édouard et m'assurer justement là, que les entrées et les sorties de fonds sont conformes et en respect avec les avances qu'on fait. C'est clair? Oui. On s'entend que c'est une avance en attendant que les subventions ou la dernière tranche des subventions soient versées pour les travaux là, de le projet de 2,4 millions. La première proposition, c'est un prêt de service. C'est pas un prêt de service, c'est pour le mandater. Parce que comme le Mont-Édouard appartient à la municipalité, on mandate le directeur général de s'assurer que les montants qui sont là vont servir à payer les fournisseurs dans le cadre du projet de 2,4 millions. Je vais le proposer. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. C'est accepté l'unanimité. 11.2, c'est une demande d'autorisation pour la construction en phase d'un four à pain au Centre culturel du Presbytère. Alors, c'est dans le cadre du Festival des fours à pain, c'est bien ça? Oui. Alors, on prévoit la construction d'un four à pain. Est-ce que tu peux le situer un peu, M. Gagnon? Ça serait situé à côté de la remise, derrière le presbytère. C'est pour construire la base du four à pain, parce qu'on ne peut pas construire cet automne, le 12 octobre plus précisément. Ça va se faire en collaboration avec des bénévoles. Et il va y avoir quelqu'un qui est spécialiste dans la construction des fours à pain, Jean-Guy Lavoie. Et il va être aidé par Yvan Côté, notre collègue, qui va donner un coup de main à ces bénévoles et leur montrer comment faire. Alors, on va construire la base et on va couler la sole, c'est-à-dire la base sur laquelle va être construite l'ensemble du four à pain en argile, comme on va le faire probablement au printemps prochain. Parce que construire un four en argile l'automne, c'est trop tard. Ça va attendre au printemps. Alors, c'est pour donner l'autorisation donc à cet organisme-là pour commencer à construire le four à côté de la remise, de ce côté-ci, du côté de Saint-Jean-Baptiste, à partir de 9h ou 10h, samedi matin. Est-ce que vous en faites la proposition? J'en fais la proposition, ça me fait plaisir. Appuyé par M. Victor Boudreau. C'est quand même intéressant de savoir qu'on a 42 fours à pain ici? Quarantaine. On est rendu à 40, je crois. 42, je pense. 42? 42 fours à pain ici à Lens. C'est quand même bon nombre pour une petite municipalité. Je pense que c'est une belle initiative aussi que de créer un festival des fours à pain. C'est sûr que cette année, là, c'est un démarrage, mais... Mise en bouche. Mise en bouche. Merci. Donc, on s'est rendu... Variant, on n'a pas d'autres sujets. On s'est rendu au rapport des comités. Alors, je commencerai par vous, M. Victor. Est-ce que vous avez des points à nous faire part? Oui, je vais vous parler du dépôt sec. Ça va être ouvert à partir de vendredi prochain, à partir de 12h30 jusqu'à 16h30. Il va y avoir un changement d'horaire. Non, puis il va être ouvert aussi samedi. OK. Ça va être ouvert vendredi après-midi, puis le samedi avant-midi comme d'habitude, là. Mais on a rajouté le vendredi après-midi. Ça, c'est uniquement pour la fin de semaine d'Action de grâce? Non, c'est pour tout le mois de novembre, octobre, novembre, puis si il y a du monde, ça va peut-être continuer. OK. Bon. Ça, c'est dû au fait qu'on a quand même beaucoup de gens qui vont... Oui, puis pas cette semaine, il m'a dit qu'il y avait eu, je pense 17 personnes qui ont été presque samedi à midi, puis ça vient trop, tu sais, le monde attend, puis le monde n'aime pas ça. Puis là, vu qu'on a un employé disponible la fin de semaine, ça fait que là, c'est pour ça qu'on le fait ouvrir le vendredi après-midi. Excellent. Je voudrais aussi informer le monde là, que lorsque vous venez au dépôt sec, là, enlevez le métal sur le bois.
ça va pas ensemble. Vous apportez un fauteuil inclinable, là, regardez en dessous, là, c'est juste du métal. Là, ils ne prennent pas ceux qui ramassent le fauteuil. Il faut que nos employés démangent le métal, ensuite ils remettent le sofa en avant, puis là ils le ramassent. C'est pas l'ouvrage des employés de faire ça. Vous venez à l'éco-centre avec du matériel. Vous savez que le plastique va avec le plastique, le bois, les divans vont à la même place, la peinture, les électroniques vont à un autre endroit. C'est juste que c'est de le démancher. Le fer et puis le bois, ça va pas ensemble. Il y a aussi, il y en a qui m'ont averti aussi qu'il y en a plusieurs entrepreneurs qui vont domper d'un conteneur dans le bout, en lâchant Pyrénées, puis d'un bout du Mont-Édouard. C'est pas l'endroit. Un entrepreneur est supposé d'avoir un conteneur, puis lorsqu'il est plein, il va aller le vider. C'est pas nous, citoyens, de payer pour une entreprise qui va faire un pick-up plein de déchets une fin de semaine, puis va donc ça. Il vient plus au dépôt sec, ils vont d'un conteneur de même livre. C'est ce que j'avais à vous dire. Puis merci de votre compréhension. Merci. C'est un très bon commentaire, effectivement. Oui, c'est vrai. Monsieur Richard, vous avez des choses? Oui, j'aurais des choses. Premièrement, je vais parler du comité vert. J'en profite, vous avez vu dans l'entre-nous un article pour le frigo communautaire. Donc, on mentionnait qu'il allait être ouvert encore une semaine ou deux après l'Action de grâce. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les membres du comité vert, mais principalement Mme Lynne Morin, qui a travaillé sur le concept, vous me corrigerez, et Mme Marielle Gagnon aussi, qui s'est occupée là, de l'entretien du frigo, l'approvisionnement, et Marie-Francine Bienvenue aussi. Là, donc, c'était un beau projet là, que je pense qui a été très, très apprécié. Puis ça a bien fonctionné pour l'an 1. Donc, je pense que c'est une belle perspective pour l'an 2. Donc, je voulais profiter de l'occasion. Est-ce que c'est terminé actuellement? Non, ou c'est... Non, encore 1 à 2 semaines là, après l'Action de grâce, parce qu'il y a encore des fournisseurs là, qui ont des agriculteurs qui ont encore des produits là, disponibles. Ça va être fermé pour la période... Pour l'hiver, aller jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. OK, excellent. C'est un très beau projet, un procès, effectivement. Très, très beau, oui. Je trouve ça extraordinaire. Deuxième point, un petit rappel sur le colloque sur le développement de l'industrie touristique qui va avoir lieu le 26 octobre prochain au Mont-Édouard. Donc, je m'adresse aux entreprises là, qui ne sont pas encore inscrites là, au colloque. Vous aviez jusqu'au 30 septembre, on va vous donner un petit délai de grâce. Là. Ceux qui ne sont pas inscrits, on vous invite à vous inscrire auprès de Mme Anne Tremblay ici à la municipalité. Donc, le 26 octobre, de 8h à 16h, le colloque sur le développement de l'industrie touristique. Votre présence est très importante. On compte sur vous pour le futur de notre industrie touristique ici à Lens-Saint-Jean. Dernier point, justement, en parlant du comité touristique, beau succès pour les 3 fins de semaine qu'on a eu, les gens qui ont eu connaissance. On a fait 3 fins de semaine d'animation cet été sur le quai. Donc, une en juillet, une en août et une en septembre. Et ça a été très, très bien réussi, très bien mené aussi. Et on a eu des artistes locaux, on a eu des artistes de l'extérieur qui sont venus. Et on nous en redemande là, pour l'an prochain. Donc, on va regarder, on va faire un post-mortem. Et on va regarder pour l'an prochain, peut-être ajouter une fin de semaine de plus graduellement. Donc, c'était un projet pilote là, pour la première année. Et je voudrais quand même profiter de l'occasion pour remercier M. Bernard Larouche, directeur du développement, et Manon Landry, qui ont travaillé. Là, Manon s'est occupé de trouver des artistes et Bernard a travaillé beaucoup là, pour aller chercher des sommes là, pour des subventions pour pouvoir réaliser le projet. Et je termine naturellement avec le Festival des Fours à pain qu'on avait planifié cette année. Notre date qu'on avait choisie n'était pas tellement appropriée. Donc,
on va dire comme on dit, on s'est reviré de bord sur un 10 sous. Et on a fait une journée mise en bouche qui va avoir lieu justement, on en a parlé tout à l'heure, le 12 octobre au Mont-Édouard, pendant le symposium. Donc, on va avoir un monsieur Olivier Tremblay. Je crois que oui. Je pense que c'est Olivier Tremblay, un boulanger, un spécialiste des fours à pain, qui va nous faire déguster là, des mets, là, principalement de la pizza, pendant la durée du symposium. Donc, c'est entre 11h et 16h au Mont-Édouard, ce samedi, le 12 octobre. Et comme on a parlé tout à l'heure, naturellement, il va y avoir aussi construction du four à pain au presbytère pendant la même journée. Et je rajoute aussi au presbytère, il va y avoir une projection de films en continu. Je me rappelle plus des titres, là, mais c'est concernant les fours à pain. Construction des fours à pain. Construction des fours à pain. Donc, on invite toute la population là, à participer. Merci. Merci beaucoup. Intéressant, très intéressant. Monsieur Éric? Oui, je voudrais peut-être faire un retour. J'ai eu le privilège de participer au congrès 2019 de la Fédération des municipalités du Québec à la fin septembre. Et puis, lorsque je parle de privilège, parce que nous, en tant qu'administration municipale, en tant que conseiller, à tour de rôle, à tous les 3 ans environ, on a une offre pour pouvoir participer à ce type d'événement. Vous savez qu'être conseiller municipal, ça demande quand même on a quand même des responsabilités qui sont importantes. On représente la population, nos prises de décision vont avec, évidemment, ceux qui nous ont donné leur confiance en faisant en sorte que nous sommes des élus. Et puis, la formation comme telle, on n'en a pas beaucoup. On a plein de dossiers à piloter, on a des conseils sur lesquels on siège. Mais de la formation comme telle, il y a la formation générale des élus qui se donne dans les premières années. Mais après, on n'a pas souvent l'occasion d'entrer en formation pour parfaire un petit peu nos connaissances, puis aller plus loin, puis améliorer certaines choses. Donc, en ayant le privilège d'aller voir ailleurs, on peut peut-être devenir un peu meilleur. Donc, moi, j'ai eu le privilège, je vais tout simplement vous nommer les 4 ateliers. Je ne vous résumerai pas qu'est-ce qui a été discuté dans tous les ateliers. Bien entendu, il y avait le gala reconnaissance. À ma stupeur, il y a un maire qui a été remercié pour ses 45 années de service. D'autres 35 années de service, on était découragés. On a dit comment ça se fait. Une carrière, normalement, 45 ans, c'est toute une carrière en administration municipale. Et puis, moi, dans les ateliers dont j'ai participé, il y avait 2 ateliers politiques. Les ateliers politiques, elles ont comme objectif d'aller recueillir par la discussion, dans la rencontre comme telle, parmi les gens qui sont là, on est plusieurs centaines de personnes, on discute et on réfléchit sur un point en particulier pour en venir à faire des demandes et des recommandations au gouvernement pour amender des règlements. Alors, le premier, évidemment, ça concernait les milieux humides et hydriques. Alors, on sait que nous, on est en plein dedans. On a la rivière, les nombreux lacs sur la ZEC. Nous avons des lacs sur lesquels les berges, on a des constructions tout autour. Dans notre plan d'aménagement et d'urbanisme, on a plein de choses à voir pour compte. Donc, ça a été quand même intéressant. Puis, il y a eu des recommandations municipales parce que, en gros, lorsque il y a des travaux qui ont lieu sur les milieux humides, puis des fois, les milieux humides, on ne les voit pas, là. Ça peut être tout simplement un endroit où un ancien marécage apparaît. Donc, il y a des compensations, il y a des actions à faire au niveau financier, des fois, mais aussi du réaménagement parce qu'on a détruit ces milieux-là ou on les a aménagés d'une nouvelle façon. L'autre rencontre politique, ça concernait évidemment l'aménagement du territoire. Moi, je suis sur le comité d'urbanisme, donc ça m'a vraiment permis d'apprendre des choses, d'aller plus loin. Et puis, c'est toujours en évolution. Hein. On parle déjà, donc nous, on a adopté une réglementation en 2007-2012, et là, on est à revoir certains règlements parce que le village change, puis nos MRC aussi, donc on doit sans cesse se renouveler à ce niveau-là. Et les 2 autres ateliers, c'était des ateliers surtout d'information, mais très intéressantes. Une, évidemment, sur, on a parlé du transport collectif intra et inter-MRC.
Donc, c'est à développer. Donc, nous, on a quand même un réseau de transport qui est adapté, qui est collectif, mais qu'on doit revoir sans cesse pour répondre mieux aux besoins de la population. Et puis, la dernière de mes ateliers, le dernier atelier, c'était sur la gestion des actifs au niveau municipal. Ça parlait autant parce que les actifs, on fait le lien au niveau finance, souvent, mais la finance va aussi avec les infrastructures. Puis, en gros, là-dedans, on a parlé de... ce que j'ai retenu, moi, c'est que des fois, mieux vaut prévenir que de guérir. Puis, 1 $ investi dans des infrastructures municipales pour les garder en bon état, pour les rénover, ben, au bout de la ligne, si on avait à les reconstruire, puis on ne l'investissait pas, ce serait 8 $. Donc, c'est 8 fois plus, en gros. Donc, c'est à peu près ce que je ne sais pas. C'est un bon résumé. Ouais, c'est un petit résumé. Un bon résumé. Merci, M. Thibault. M. Gagné, vous avez... Oui, merci. D'abord, annoncer qu'en fin de semaine, vous l'avez vu probablement dans le cahier spécial qui est paru dans le Progrès en fin de semaine, la deuxième édition du Festival des couleurs du fjord. Je vous rappelle que l'an passé, les symposiums se sont regroupés sous le même chapeau qu'on a appelé le Festival des couleurs du fjord. Alors, ça part de Saint-Félix, en passant à Rivière-Éternité, et on arrête à L'Anse-Saint-Jean, puis on va jusqu'à Petit-Saguenay. Alors, il y a 4 salles d'exposition. Et chacun des symposiums, la beauté de l'affaire, c'est que chacun des symposiums a gardé son unicité, son authenticité. Mais on s'est regroupés pour faire de la publicité en commun. Entre autres, le cahier spécial qui est paru en fin de semaine dans le Progrès, ben, on s'est regroupés, les 3 symposiums, les 4 villages, pour faire préparer un cahier spécial comme celui-là, qui coûtait seulement au symposium des villages en couleur, il coûtait 10 000 $. Et là, on a partagé la dépense de 10 000 $ entre les 4 villages, entre les 3 symposiums. Alors, ça va se passer, donc, je l'ai mentionné, à L'Anse-Saint-Jean et à Petit-Saguenay, c'est le symposium provincial des villages en couleur. Les noms sont restés pareils. Alors, le symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité, le symposium L'entrée des arts à Saint-Félix-d'Otis. Alors, c'est là la beauté de ce que je disais tantôt. Chacun garde son propre symposium, mais on s'unit pour faire de la publicité et des dépenses en commun, ce qui fait des économies d'échelle pour chacun des symposiums. Alors, je vous invite à visiter, bien sûr, nos salles d'exposition du symposium L'Anse-Saint-Jean-Mont-Édouard et l'aréna Roberto Lavoie, Roberto Lavoie Petit-Saguenay, son nouveau nom. Et bien sûr, aller visiter les autres salles d'exposition à Saint-Félix et à Rivière-Éternité. Ça, c'est le premier message que je voulais passer. Le deuxième, c'est que vous avez vu apparaître sur le terrain en avant du Centre culturel du presbytère un arbre à livres. Un arbre à livres, c'est un arbre qui nous invite à aller lire, à aller déposer des livres, à aller en emprunter et bien sûr à s'asseoir quand il fait beau et lire. Alors cette œuvre-là a été réalisée par 2 artistes, Cynthia Raté et Léon Houd. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Oui. Et alors, ils ont réalisé cet arbre à lire avec un fauteuil. Et vous allez voir le livre, l'arbre. Présentement, je pense qu'il est plein. On m'a dit qu'il était plein. Il était plein. Alors, vous pouvez donc en apporter et puis en prendre et vous en disposer comme vous voulez. Et lorsque vous avez fini, bien, vous pouvez le rapporter. Alors, bravo aux artistes et merci également au Centre Alpha qui a participé à la réalisation de cet arbre, de cette belle sculpture, l'arbre à lire, pour inviter les gens à lire davantage ou à aimer la lecture. Voilà. Merci, merci. Moi, je rajouterais qu'on a aussi à L'Anse-Saint-Jean une très belle bibliothèque. Je peux vous dire que j'en ai vu d'autres ailleurs, dans d'autres municipalités. Nous sommes choyés. On a Mme Boudreau qui fait un travail exceptionnel avec plusieurs bénévoles que je ne voudrais pas nommer, mais je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles. Alors oui, je pense qu'on a différents moyens, différentes façons d'aller chercher des livres, d'obtenir des livres pour pouvoir lire. C'est merveilleux. Puis moi, le lundi, mon bureau est toujours ouvert, puis je vois passer tout le monde qui vient dans la bibliothèque. Puis je peux vous dire que c'est une bibliothèque qui est très fréquentée. Alors j'invite les gens à aller vers qu'on appelle l'arbre à livre et la bibliothèque ici à L'Anse-Saint-Jean.
Un mot aussi pour vous dire que moi aussi, j'ai participé au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Il a été question beaucoup de pacte fiscal. Pacte fiscal, ça, c'est évidemment je dirais des subventions, des redevances que le gouvernement donne aux municipalités. À l'époque du dernier gouvernement, il y avait eu des coupures de 300 millions pour les municipalités rurales. Ça a été très, très difficile, ça nous a affecté beaucoup, les municipalités, cette coupure-là. Le gouvernement actuel réinjecte d'argent, beaucoup d'argent. Je n'ai pas tous les détails, mais lorsque j'aurai tous les détails, on vous donnera les grandes lignes de ce pacte fiscal-là. Semble-t-il, selon la Fédération québécoise, selon les présentations qui nous ont été faites aussi, que c'est quand même des montants appréciables que des municipalités vont pouvoir profiter. Alors, on a hâte de voir et de pouvoir compter sur ces argents-là. On nous a dit qu'on pourrait avoir l'information à temps pour la préparation de notre budget 2020. On espère. Je me tourne vers le directeur général parce que c'est lui. J'ai encore rien reçu. Et je terminerai en disant qu'on a eu une conférence extraordinaire par quelqu'un de chez nous, Claude Villeneuve, que vous connaissez, qui est le biologiste, professeur à l'Université du Québec, qui écrit énormément. Il disait qu'il a rédigé actuellement 13 volumes, 13 livres sur différents sujets, mais particulièrement sur les changements climatiques. C'est vraiment une sommité. C'est exceptionnel d'avoir ce personnage-là ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il nous a donné une conférence qui était vraiment digne là, de quelqu'un, d'un spécialiste international. Alors, je vous fais grâce du contenu parce que je ne l'ai pas, mais on me dit que la conférence va être disponible là, sur le site de la Fédération québécoise des municipalités. Je ne peux pas vous dire quand, là, mais c'était une conférence qui a été très, très appréciée. Alors voilà, moi, ça fait le tour aussi pour nous de nos rapports de comité d'information. On serait rendu au point 14, qui est la période de questions du public. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, bien vouloir vous présenter et nous faire part de votre question. Marie-Francine, bienvenue, Madame Verte. Alors, 3 points verts. Alors, styromousse. Oui. Régulièrement, des citoyens, vous savez que nos citoyens étaient habitués de recycler le styromousse avec la collaboration des épiceries, ça marchait bien. Puis là, il y en a qui veulent que ça recommence. Alors, vous avez fait une démarche il y a quelques mois, je crois, pour vous informer des possibilités. Est-ce que ça aboutit? Je ne peux pas vous dire, là, la démarche a été faite par... oui, on a fait une résolution. Mais nous, on a passé une résolution. On l'a envoyée à la MRC. Là, on n'a pas encore eu de retour. Je pense qu'ils n'en ont pas parlé à le dernier conseil des maires. Je pense qu'ils sont en train d'en parler au niveau là, de la gestion des matières résiduelles. Au pire, on peut peut-être lancer un coup de fil. Là, où oui, renouveler. Oui. Renouveler la mémoire. Ensuite, un autre point, les plantes envahissantes. Je sais que vous avez fait aussi une démarche de ce côté-là pour la pétacite du Japon puis l'impatiente de l'Himalaya qu'on a ici. Et ces 2 plantes-là sont actuellement dans des surfaces qui pourraient être contrôlables si on agit assez rapidement. Alors, est-ce que de ce côté-là, vous avez eu des échos, vous avez fait une démarche, je pense, au niveau de l'organisme des bassins versants? Les bassins versants? Il y a une démarche qui a été faite. On a même adopté une résolution. Dans le fond, au niveau de ce projet-là, là, actuellement, je pense que la date de dépôt limite est le 15 octobre. Donc, on est en train de finaliser là, l'ensemble des informations parce qu'il faut quand même donner une cartographie pour venir identifier là, où est-ce que les plantes envahissantes sont et quel type de plantes est-ce qu'il y a. Oui, on a demandé la collaboration là, de l'organisme des bassins versants. Puis je pense qu'on a aussi, là, je sais que c'est Bernard qui s'occupe du dossier, puis il s'est fait un espèce de comité là, pour gérer le tout. Et avec l'aide financière, c'est certain que de notre côté, un coup que l'aide financière va être confirmée, là, après ça, on va se faire un plan d'action pour regarder c'est quelles mesures qu'on peut prendre
Puis c'est quoi qui serait le plus efficace, justement, pour essayer de les éliminer? Là, Parce que c'est pas évident. C'est sur des terrains privés. Puis il y a même des gens qui sont fiers d'avoir de la pétacite qui pétasse. Là. Oui. Oui, ben écoutez, là, pour l'instant, c'est sûr que, tu sais, on n'a pas fait de réglementation pour les interdire. Actuellement, tu sais, on essaye, ça va être avec de la sensibilisation puis de la localisation des plantes. Donc, s'il y a des plantes envahissantes qui sont sur des terrains privés, c'est certain qu'on va parler avec les propriétaires. Donc, on va leur expliquer là, l'ensemble des impacts. Et c'est sûr qu'après ça, bon, on peut être ouvert. Si on se rend compte qu'on a un problème au niveau de la collaboration, ben là, peut-être que oui, on peut prendre différentes mesures, mais tu sais, on part avec l'esprit que les gens vont vouloir Parce bien qu'il faut collaborer. faire beaucoup d'éducation. La pétacite est tranquille pendant quelques années, mais quand elle commence à se répandre, c'est terrible parce que c'est des racines immenses. Et puis quand elle commence à sortir ailleurs, c'est déjà rendu là, assez problématique. Puis l'impatiente de l'Himalaya, c'est tout à fait une autre affaire. C'est sur les cours d'eau, sur le bord des cours d'eau, ça n'a presque pas de racines. Et puis, c'est une fleur que quand elle arrive à la fin de sa vocation de fleur, elle éclate. Puis elle garoche des graines partout. Alors, chacune de ces plantes-là, c'est une problématique très différente. Il faut faire de l'éducation là-dessus. Voilà. Et, oui. je vous dirais, je sais qu'on avait été sensibilisé par M. Germain Vanini par rapport à ces éléments-là, et je sais qu'on avait rentré en contact avec lui lorsqu'on a monté le projet, là, justement, pour regarder au niveau de sa collaboration. Lui, de son côté, avait identifié déjà là, différents secteurs qui étaient problématiques. Donc, on travaille avec lui. Est-ce que vous aviez été contacté par rapport à ça, non? Par Germain Vanini, oui. Okay. Et puis, mais quand on contacte les gens, tu sais, il n'y a pas beaucoup de crédit à ce que Germain ou moi, on peut dire. Là. C'est pour ça qu'avec de l'aide là, d'organismes des bassins versants ou de l'aide de la municipalité, là, on va pouvoir agir. Oui, bien, puis je vous dirais que les commentaires que M. Vanini a fait au conseil là, ont été écoutés. Puis c'est dû à ça, justement, que nous, on s'est activés. Qu'on a fait des recherches, qu'on a vu qu'il y avait des programmes d'aide, puis ensuite on a pris les devants avec l'organisme des bassins versants pour monter un plan pour essayer de venir résoudre cette situation-là. Là. Donc, je dirais pas nécessairement que parce que c'est un simple citoyen qui n'a pas eu d'impact, c'est majoritairement grâce à lui là, que ça a pu mettre en branle tout ça. Okay. Ensuite, le troisième point, les sacs de plastique. Est-ce que les commerces concernés vont recevoir une lettre personnel, là, avec le projet? Oui. Puis j'aimerais ça le recevoir aussi. Parce que ça va beau être clair, ce que tu as dit, c'est assez mélangeant quand tu en as parlé. J'aimerais ça avoir ça par écrit pour bien comprendre le projet de règlement municipal. On vous en fait parvenir une copie. Oui. Oui. Puis dans la lettre, vous allez mentionner la date aussi, là, parce que déjà, le comité vert, on aurait souhaité juin, et puis que là, c'est déjà en janvier, les commerces qu'on a rencontrés étaient prêts à ce que ça soit en septembre que ça l'arrête. Fait que c'est pas tous les commerces, là, les commerces qui avaient un bon esprit de collaboration. Une dernière chose pour compléter, l'arbre à livre, c'est un cèdre de 300 ans qui a servi à faire l'arbre à livre. Et le fonctionnement d'un arbre à livre, tu peux prendre un livre et lire sur place, mais tu peux aussi l'apporter. Tu peux aussi aller porter des livres là. Et puis, voilà. Fait que c'est complètement libre, la façon de le faire. Mais si votre enfant dit « Non, je veux l'avoir », bien, c'est parfait, là. Il peut s'en aller chez vous, là, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est correct, là. Si l'enfant tombe en amour avec un livre, c'est bien correct. Il n'y a pas juste des livres pour enfants. Il y en a pour adultes aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Bonsoir, Alain Hiroux. Si j'ai bien compris tantôt, 60% d'augmentation pour les frais de déneigement. Oui. OK. C'est sûr qu'en tant que payeur de taxes, je me retourne vers le directeur général. 3 ans, ça veut dire augmentation de taxes inévitablement pour absorber ça. Là. Augmentation de taxes ou coupure de services, là,
dépendant. Là, ce qu'on va regarder, c'est avec le budget. Là, parce que là, c'est sûr que notre valeur foncière augmente. Donc, ça peut absorber là, une partie de l'augmentation. Ouais. Mais c'est sûr que si on parle d'une augmentation de 90 000, l'augmentation foncière ne sera pas suffisante pour l'absorber. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'on va avoir des... C'est ça, 90 000 par année, donc fois 3. Hein, c'est ça. J'ai fait des petits calculs rapides, là, puis moi, j'arrivais à plus que 250 000 pour les 3 prochaines années d'augmentation. d'augmentation. Pour les 3 prochaines années, mais c'est certain que bon, les taxes municipales sont quand même annuelles. Là, donc moi, il faut que je rentre 90 000 dans mon budget. Oui. Oui, tu sais, effectivement, là, ça va être un exercice qui va être ardu là, au niveau du budget. Okay. On va regarder, on va discuter avec les conseillers aussi. Là. C'est eux qui décident de ça va être quoi le taux de taxe. C'est eux qui approuvent le budget. Moi, je leur présente de quoi qui balance, que je pense qui est raisonnable. Puis après ça, on le travaille tout ensemble pour que ce soit leur budget, que ce soit représentatif de leurs intentions. Okay. Donc, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de taxes? Est-ce qu'on ne va pas avoir d'augmentation de taxes, mais on va essayer de diminuer des dépenses à d'autres endroits? Ça, la décision va lui appartenir. Mais actuellement, comme on n'a pas encore de frame de budget de montée, c'est ça sur quoi je vais travailler ce mois-ci. C'est difficile de vous dire comment est-ce qu'on va impacter cette option. Ouais. OK. Mais en même temps, en tout cas, ça m'amène des petites questions ou des besoins d'éclaircissement là-dessus. Par le passé, est-ce que, ce que je comprends, il y avait toujours plus qu'un soumissionnaire? Moi, il me semble, le dernier contrat, il y a 3 ans, il y avait eu plus qu'un soumissionnaire, non? Non, c'est le deuxième appel de proposition, de contrat, pour lequel on a un seul soumissionnaire. OK. Ça s'était fait par le passé aussi. Il y a 3 ans, il y avait juste le même entrepreneur qui avait eu le contrat. Puis on a su, puis c'est vrai pour d'autres entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en déneigement qui ont dénoncé même leur contrat avec le ministère des Transports. Ça veut dire qu'eux ont dit, regarde, nous, on avait un contrat de 3 ans, on a une année de fête, on arrête notre contrat parce que la température ou les conditions ont fait en sorte que pour eux autres, c'était non rentable. Donc, c'est sûr que le problème là, de l'enneigement qu'on a eu au cours des dernières années influence aussi l'augmentation qu'on vient d'avoir. Oui, ça, je peux comprendre. Puis je présume que c'est les arguments qui ont été présentés, mais quand même, 60 oui, là, c'est un... Est-ce que, vous savez, on parlait justement là, au niveau là, de collaboration intermunicipale et tout ça, est-ce que les autres municipalités du Bas-Saguenay sont dans la même situation? Ils ont des entrepreneurs locaux, puis qui ont eux aussi eu à essuyer une augmentation considérable cette année? Ou en tout cas, est-ce que ça, on en a des informations là-dessus? Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je peux vous dire que Rivière Éternité, eux, ils ont leurs propres camions, c'est leurs propres employés qui font le déblayage des chemins municipaux. Il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de chemins comparativement aux autres. Ça, oui. Nous, on a 35 km de chemin à entretenir. Tu sais, c'est pas le même cas pour Rivière Éternité. Petit-Saguenay, c'est avec un entrepreneur. Je ne sais pas où on en est présentement ou cette année. Mais ce qu'on a discuté, puis évidemment, ça ne fait pas partie là, des résolutions, mais on s'est dit, le contrat qu'on a donné, on peut le résilier après 1 an, et on va étudier aussi des possibilités peut-être d'acquérir c'est ça, de l'équipement. Pour pouvoir faire un certain nombre de travaux d'entretien de nos routes hivernales. Ça ne veut pas dire qu'on serait capable de tout faire, parce qu'évidemment, encore là, à cause du nombre de kilomètres qu'on a à entretenir. OK. Mais on va faire, cette partie-là, on va faire l'analyse. OK. Et dites-moi, peut-être que je suis dans l'erreur, mais il me semble qu'à Ville de Saguenay, ils ont eu une situation semblable où est-ce que, eux, il y avait plus qu'un soumissionnaire, mais que c'était très élevé de plus et qu'ils avaient pu procéder et faire un nouvel appel de soumission. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que je me trompe ou je suis peut-être... En fait, il me semble qu'ils n'ont parlé là, dans les médias il y a quelques semaines. L'asphaltage. Ah oui, c'était l'asphaltage. OK, c'est vrai. Ils ont retourné à l'appel d'offres, mais quand tu retournes en appel d'offres, il faut que tu changes ton appel d'offres. Sinon, c'est illégal. OK. Ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, dire, je ne sais pas moi, on va retourner en appel d'offres, puis on va enlever des parties d'entretien. Ça, on peut le faire. Mais au moment où on se parle, on n'a pas les outils ou les équipements pour pouvoir faire de l'entretien. Donc, on est un petit peu... on a les mains liées, là. On est rendu aujourd'hui le 7 octobre.
On ne peut Ouais, pas se puis en permettre plus- d'aller plus tard. Ouais, puis, en étant ici, on sait que la neige peut arriver vite. Oui. Hein? C'est vite. Bon, ben, en tout cas, ben, merci des informations, mais effectivement, là, c'est comme une surprise. Tout à fait. Nous aussi. C'est ça, c'est pas tellement intéressant. Là, 60% d'augmentation là, dans le milieu des affaires, c'est costaud. Là. Ouais. On voit pas ça souvent. On est pas mal au-dessus du niveau d'augmentation du coût de la vie. Là, et j'ai beau croire qu'il y a eu plus de neige, mais quand même, là, 60%. Là. OK, mais merci. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? Est-ce que, est-ce que Oui. vous me permettez de l'accompagner? Oui, oui, Au tout à fait. craie? Tu vas nous la présenter. Ça, je lui avais... oui. oui, pour la présenter. Ouais. Alors, moi, Éric Thibault, Là, tu parles comme je professeur. vais parler comme enseignant, c'est ça, à l'école Fréchette. Je suis l'enseignant titulaire de Alicia. Et puis, on a comme été mandaté pour venir livrer un message qu'elle et son groupe de jeunes à l'école ont pris en charge, ont pris la responsabilité dans une lettre d'opinion d'écrire pour l'envoyer dans les médias. Alicia Montagnier est étudiante en 5e secondaire terminale en programme enrichi en sciences et maths fortes. Voilà. Donc, à tous ceux qui se sentent concernés par les 3 grands projets industriels de la ville de Saguenay, nous sommes des finissants de l'école Fréchette de l'Anse-Saint-Jean et nous avons à cœur la cause écologique. Suite à des recherches sur le sujet, nous sommes en désaccord avec le projet de GNL, Énergie Saguenay, Ariane Phosphate et de Métaux BlackRock de s'installer sur les rives de la rivière Saguenay. En effet, les résidents de la région sont fiers d'accueillir les milliers de touristes qui viennent pour admirer les rives du Saguenay. Ces infrastructures vont détruire une partie du paysage et elles risquent en plus de nuire à moyen et à long terme à l'industrie touristique. Donc, étant donné que le fjord du Saguenay constitue un des seuls refuges acoustiques pour les mammifères marins qui s'orientent, communiquent, chassent et socialisent à l'aide de sons, toute augmentation de circulation des navires ne peut être que néfaste pour ces espèces. Donc, les activités de ces 3 industries produiront encore plus de gaz à effet de serre, qui sont les principales responsables du réchauffement climatique. Donc, nous sommes vraiment déçus de voir que des adultes qui prennent des décisions aussi importantes ne tiennent pas compte de notre opinion. Donc, pourtant, ce sera les générations futures et nous-mêmes qui devrons vivre avec les conséquences de leurs actions et de leurs décisions. Donc, de la part des jeunes qui espèrent que leur voix sera entendue. Par Chloé Bois, Raphaël Boudreau, Sarah Maud Lavoie, Zachary Lavoie, Flavie Metla, Adélie Marc et Marjorie Tremblay. Merci. Merci. Si vous me le permettez, je vais rajouter que cette réflexion-là s'est faite dans le cours de sciences avec Mme Estelle Girard, qui, vous comprendrez, ne peut pas être présente. C'est l'enseignante en chimie physique 5e secondaire. Elle habite à Chicoutimi-Nord. Elle donne du temps dans notre milieu. Et je pourrais rajouter aussi qu'il y a 2 ans, M. Claude Villeneuve est venu nous voir à l'école. Il a passé une demi-journée avec nous pour discuter avec les jeunes de tous les impacts, puis de son cheminement, etc. Donc, il y a les jeunes qui... Puis au même moment, à l'Assemblée publique de Petit-Saguenay, il y avait des gens qui faisaient la lecture aussi, pour vous remettre la lettre qu'Alicia va vous donner. On a donné à Mme Malik, puis on va... Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. C'est un beau témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du public? Est-ce qu'on a des questions sur le web? Non, j'en ai pas. Pas de questions? Alors, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée, M. Victor Boudreau. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.